Vous êtes dans les mots de l'écriture par Vicky Saint-Ange. Je vous souhaite la bienvenue. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous avons le plaisir, avec le chat, de vous proposer l'interview d'Aurélie Château-Martin. Je suis absolument ravie qu'elle puisse se joindre à nous et j'espère que vous serez vous aussi conquis après ce petit temps d'échange. Bonjour Aurélie. Bonjour Vicky, bonjour le chat. Écoute, nous on a appris un peu à se connaître, mais j'aimerais bien que tu te présentes pour les personnes qui ne te connaissent pas encore. Ok, alors c'est toujours la partie la plus difficile pour moi dans une interview, me présenter. Donc je suis Aurélie Château-Martin, je suis artiste queer. À la base, je suis avant tout auteurice, donc j'ai commencé dans la fantasy, plutôt classique d'ailleurs, avant de me tourner davantage vers des romans LGBTQIA+, plus variés aussi, sur plein d'univers différents. Et je suis aussi dessinateurice depuis quelques années maintenant. J'aime bien faire mes couvertures, j'ai des projets dessinés aussi, une bande dessinée, etc. J'essaye d'être, que ce soit dans mes livres, que ce soit dans mes dessins, dans mes projets, je suis engagée pour la communauté LGBTQIA+, mais j'essaye aussi de m'engager pour d'autres choses. Je suis féministe, moi-même touchée par le handicap, donc j'aime bien en parler, que ce soit mon handicap à moi ou d'autres handicaps, pour visibiliser différentes communautés, les personnes racisées aussi, même si je ne suis pas personnellement touchée. Je suis aussi maman de 3 enfants, 3 grands-enfants maintenant, puisque le plus jeune a bientôt 14 ans et l'aîné a eu 18 ans, il passe son bac. Et je suis végane, j'aime bien un peu toucher à tout. Je fais de la danse, je fais de la flûte traversière avec mon petit dernier. Voilà, je fais plein de choses. Je suis une personne assez complexe et c'est peut-être pour ça que c'est difficile pour moi de parler de moi, en tout cas en tant que personne, et de me présenter. Alors, j'espère que tu vas me pardonner la blague que je fais beaucoup trop souvent, que rien chez moi ne peut être végane, parce que comme je dis beaucoup non au chat, le chat estime qu'il y a de la souffrance animale. Voilà, c'est la blague que j'inflige tout le temps. Voilà, tu noteras qu'elle n'est pas très maligne, mais j'en suis extrêmement fière. Il y en a des pires, il y en a des pires. Non, mais si tu veux, là, dans l'après-midi, grosse souffrance animale parce que j'ai empêché le chat de lécher du chocolat. Ah oui, ça en même temps, c'est pas sympa. Oui, mais bon, c'est censé être toxique pour eux, mais il y a que lui qui ne le sait pas. Ah, ça, c'est les animaux en général. J'avais une chienne qui a fait une crise de foie, une sacrée crise de foie. On avait eu le malheur de laisser une tablette de chocolat sur la table basse. On l'a regretté le lendemain matin. Ah bah oui, ça peut être bien toxique pour eux. Mm. Mais ouais. Écoute, c'est super chouette. Je pense que tout le monde a compris que tu avais de très multiples cordes à ton arc, que tu aimais nos amis les animaux, et on espère que c'est en particulier les chats, mais bon, il paraît-il qu'il y a un parti pris par ici. Et je pense que la première chose dont ça serait sympa qu'on parle, ce serait de nous dire comment est-ce que tu es arrivé à écrire des récits LGBTQIA+, au milieu de tout ce foisonnement qui te caractérise. Alors du coup, comme je le disais, j'ai commencé avec la fantasy assez classique, mais j'ai toujours eu des personnages que je définirais comme étant queer, même s'ils n'étaient pas forcément queer dans le sens LGBTQIA+, ça pouvait être des personnages qui étaient, en tout cas, considérés comme hétéros, on va dire, dans mes romans, mais qui étaient queer dans le sens déjà différent. Et c'est quelque chose qui, je pense que même pour moi, dans ma démarche personnelle de coming in, c'est la première chose dans laquelle je me suis reconnue, ce côté différent, politisé, un peu hors de la société, du monde queer. Et donc c'est quelque chose qui appartenait déjà à mes univers et qui a fait que j'ai commencé à intégrer des personnages LGBTQIA+ dans mes romans. C'est simplement eux. C'est-à-dire que j'ai une façon d'écrire j'ai l'impression d'être un canal avec des gens qui me racontent leurs histoires.
D'ailleurs, mon premier roman est littéralement tiré d'un rêve où une nuit, un personnage secondaire de l'histoire que j'ai écrite d'ailleurs est venu me raconter littéralement toute son histoire. Et j'ai décidé d'écrire l'histoire, non pas de ce personnage-là, mais d'autres personnages. Et donc j'ai vraiment cette sensation, pour moi, je me laisse porter par des personnages comme si c'était des entités qui venaient, qui avaient leur vie propre et qui venaient simplement me raconter des choses. Donc je me laisse beaucoup guider par ça. Et les premiers personnages LGBTQIA+, à qui j'ai donné vie, ils se sont simplement présentés dans mes univers, dans mes récits. C'était pas forcément prévu. Je me souviens du tout premier personnage, Noah, dans Enfant des Fées, qui est une histoire fantasy tout public, jeunesse, mais je dis plutôt tout public parce que j'aime bien intégrer aussi les adultes qui ont tout à fait le droit, je trouve, d'aimer la jeunesse, les romans jeunesse. Et ce personnage, il avait juste au début, il n'était pas spécialement prévu comme étant LGBTQIA+, et puis il a fait son coming out au second héros pour expliquer qu'il était bisexuel. Et donc c'est arrivé comme ça, par petites touches au départ, de personnages qui, en fait, comme moi, qui étaient encore en recherche à ce moment-là, qui étaient en plein coming in, venaient discrètement ou pudiquement se révéler ou n'osaient pas trop. Ils étaient encore en train de se chercher. J'osais pas forcément toujours parler de ces sujets-là de manière, enfin, c'était plus de manière détournée souvent. Et petit à petit, ils se sont fait une place en même temps que mon propre cheminement, je dirais, jusqu'au jour où je me suis retrouvée dans un roman fantasy donc, qui s'appelle Le Feu des Steppes, qui est le premier roman vraiment LGBTQIA+, que j'ai écrit, où les deux héros sont tombés, donc ils sont deux hommes, sont tombés amoureux l'un de l'autre, et c'était pas du tout prévu dans le scénario. Et Ce moment où les personnages prennent le pouvoir en disant non mais tu arrêtes, c'est moi qui décide. c'est ça. Non, mais je suis tombée sur le cul parce que vraiment, il n'y avait pas d'histoire. J'aimais beaucoup écrire des histoires d'amitié, j'aime toujours d'ailleurs. Et ces personnages-là, ils étaient censés avoir une histoire ensemble, mais en tant qu'amis, il y en a un, c'est le chef d'une immense tribu. Il y a une prophétie qui fait qu'il doit arriver comment dire, à rassembler toutes les tribus des steppes. Donc ça se passe dans un univers un petit, enfin très inspiré des Mongols nomades. Et donc il doit rassembler tout le monde et tout ça et lutter contre des démons. Et il est très seul en fait au sommet de sa tribu, au sommet de toutes ces tribus qui se rassemblent petit à petit avec des guerres et tout ça. Et il y a ce second personnage qui arrive et qui était là pour être son confident, son ami, son conseiller, etc. Et finalement, en fait, ils ont flashé sur l'autre, l'un sur l'autre quand ils se sont vus et j'ai vraiment rien pu y faire. Et je dirais que c'est même là que je me suis même davantage renseignée pour mon récit, parce que moi, quand j'écris des livres, j'aime bien faire vraiment des recherches très approfondies, que ce soit de la fantaisie, de l'historique, du contemporain. Je veux que ce soit le plus réaliste possible. Et donc, même pour cet univers fantasy, j'ai eu envie de faire des recherches plus poussées sur ces sujets-là. Et ça m'a d'autant plus parlé que j'étais en questionnement pour moi, j'étais en questionnement pour ma fille aussi. Et en fait, j'ai eu envie enfin, je me suis sentie tellement bien là-dedans, tellement moi-même et tellement à l'aise pour parler de ces histoires que j'ai eu envie de continuer. Et aujourd'hui, j'arrive plus à écrire des récits qui ne sont pas au minimum un peu LGBTQIA+. En même temps, est-ce qu'on a vraiment besoin d'autres récits qui ne soient pas LGBTQIA+. Oh, je suis d'accord. Je suis totalement d'accord. Et pour tout dire, là, récemment, j'ai écrit le dernier roman que j'ai publié, c'est une romance entre un garçon et une fille, mais qui est vraiment très queer parce que moi j'aime bien aussi montrer des personnages comme ça. Je me soucie vraiment pas du genre, que ce soit pour des fictions, pour la vraie vie, etc. Et du coup, j'écris souvent des romances entre hommes, un petit peu moins des romances entre femmes, mais j'aimerais développer ça davantage. Mais peut-être que moi, me suis longtemps plus reconnue, plus pas vraiment identifiée comme un homme, mais plus reconnue dans une forme de rapport comment je sais pas comment dire vraiment. Je suis non binaire
Et je me suis beaucoup posé toute mon adolescence, etc., des questions à ce niveau-là parce que je me sentais plus proche des garçons. Et du coup, je pense que c'est plus naturel pour moi d'écrire avec des héros masculins qu'avec des femmes. Mais j'aimerais bien développer ça aussi. Et du coup, pour en revenir à cette histoire, j'avais envie de montrer une romance entre un homme et une femme et qui soit justement queer aussi, parce que je trouve qu'on en manque et que c'est important aussi de montrer ça. Ben, c'est amusant parce que juste avant ton interview, j'en ai fait une autre. J'en ai fait une avec Kobayashi et globalement, c'était à peu près ce qu'on disait que en dehors qu'il y a certaines parties de du pan de la diversité LGBTQIA+, qu'on ne voit jamais. Mais genre Et oui, jamais je de suis chez jamais. totalement d'accord. Mhm. Et voilà, et que c'était quand même un peu triste, quoi, quelque part. Ah, en fait, on a beaucoup ce clivage. Moi, en tant que personne pan, je le vois. On subit encore beaucoup la biphobie, mais pas seulement de la part des personnes hétéros, aussi de la part de la communauté, je pense, homosexuelle ou homoromantique. Il y a toujours cette perception d'une personne bi. J'ai l'impression dans la communauté LGBTQIA+, il y a beaucoup ce truc d'une personne bi, elle doit être avec quelqu'un du même genre, sinon on la reconnaît plus comme appartenant à la communauté. Dans beaucoup de À qui le fictions, dis-tu? voilà. Et du coup, pour moi, écrire cette romance, donc dans cette romance, le garçon est hétéro, mais il veut pas se définir en tant que tel parce que il a un peu honte en fait des hétéros. Il a juste pas envie de placer ce mot sur lui, même s'il se reconnaît en tant que tel. Je voulais montrer un homme en fait qui est cis hétéro, mais qui a cette conscience féministe de ok, on est les privilégiés, on est les dominants. Moi, j'ai pas envie d'appartenir à ça, mais je sais que j'y appartiens quand même et j'ai conscience de mes privilèges. Je trouvais ça très intéressant en fait de travailler sur un personnage comme ça. Et de l'autre côté, l'héroïne, elle, est pan. Et voilà, donc il y avait cette histoire avec autour d'eux que des personnages queer, c'est-à-dire que en fait c'est tout leur entourage qui est queer. Il y a des personnes du côté de Léa, donc la jeune femme, elle a ses meilleurs amis, c'est deux couples d'hommes qui sont bi, gays, etc. Enfin c'est varié. Et du côté de Charlie, lui, il a des amis qui sont gays, il a une amie qui est une femme transgenre, un ami qui est pan, etc. Donc pareil, en fait, ils sont entourés de personnages qui sont très queer. Et ouais, je trouvais ça super intéressant en fait de montrer. Et j'entends souvent des critiques sur la romance, donc appelée MF, donc homme-femme, pour dire ah oui, mais c'est cucu, c'est patriarcal, il y a plein de problèmes dans ces romances et je l'entends, je suis d'accord avec ça. J'ai vraiment envie de montrer quelque chose d'autre et de montrer que finalement on s'en fout du genre. Une romance qui est un peu engagée, qui est respectueuse, qui est bienveillante, etc. C'est beau, qui que soient les personnages. Moi, je vais être honnête, mon plus gros souci avec la romance MF, c'est la question des enjeux. Alors, pour les personnes qui nous écoutent, je ne sais pas si vous êtes familier avec ces concepts, mais dans un récit, il doit y avoir des antagonistes. Les antagonistes, ça peut être des individus, monsieur machin, madame bidule, truc muche, peu importe. Ça peut être aussi la société en général, ça peut être la nature. Et je trouve que souvent, les antagonistes dans les romances MF sont assez... souvent, c'est des faux antagonistes. C'est pas des antagonistes qui marquent vraiment, alors que dans beaucoup de romances MM ou FF, tu as des antagonistes qui souvent sont plus 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 profonds. Soit ça peut être la société dans le cadre de romances qui se passent dans des univers profondément LGBT-phobes.
soit ça peut être des intimes qui les mettent vraiment en danger. Alors que souvent, c'est juste, enfin, de mon expérience de la romance MF, souvent c'est juste, bah en fait, je sais pas si je l'aime, et puis il y a machin qui me plaît. Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup moins d'enjeux derrière les antagonistes, et je trouve que ça fait un côté un peu fade comparativement à ce qu'on peut avoir dans des romances MM ou FF. Alors après, tu me diras, il y a évidemment des limites à ça. Je pense par exemple à des romances entre deux personnes religieuses, mais de religions différentes dans des États où ça se passe mal. Genre typiquement, je pense une personne hindouiste et une personne musulmane actuellement au Pakistan ou en Inde. Je pense que tu as des vrais enjeux. Oui, Mais en quand on effet. est ah, voilà. Mais je pense que quand on est sur le classique, oui, je vis dans une ville américaine ou Londres, au hasard, qui est les deux grands classiques quand même de la romance MF. Euh, En gros, généralement, enfin souvent, le plus gros enjeu, c'est oh, c'est ma patron. Est-ce que je dois coucher avec? Oui, j'entends ce que tu dis. Alors moi, j'aime bien, même dans les romances MM ou FF, j'aime bien quand il n'y a pas forcément ces enjeux-là, tout en restant dans un monde qui est réaliste. Donc c'est vrai que de toute manière, on a une société qui pèse davantage sur nous. Mais de temps en temps, j'aime bien aussi écrire des feel-good où finalement, peut-être les antagonistes, ce sera limite les personnages eux-mêmes et leurs propres limites. Je pense à un de mes derniers romans où c'est deux papas solo qui se retrouvent à la plage, qui sont tous les deux bi. Et il y en a un des deux qui a un gros deuil dans sa vie, etc. Et donc il y a des antagonistes dans le sens où ses parents sont très homophobes, etc. Mais on les voit pas du tout, puisque là, c'est un peu à huis clos en extérieur, j'ai envie de dire, puisque ça se passe vraiment dans leur petit univers à la plage. J'aime bien le concept du Et huis clos finalement, en les deux extérieur. filles. Oui, voilà. Et Excuse-moi. finalement, les défis, ça va plus être d'accepter, d'aller de l'avant, de se donner la chance de vivre une belle romance. Alors qu'à côté, les deux filles, elles vont les pousser l'un vers l'autre. La famille proche qui va venir les voir, pareil, elle va leur dire non mais attends, tu déconnes, arrête de te mettre des fausses excuses et des barrières. C'est évident que vous êtes amoureux tous les deux, etc. Donc en fait, les antagonistes sont plus discrets puisqu'ils n'existent que dans le background des personnages quelque part. J'aime bien montrer que voilà, que justement c'est pas que en MF qu'on peut faire ça. C'est Oui, des concepts après, enfin, tu particuliers. vois, là, je te parle vraiment en généralité. Après, qu'on s'entende bien, j'ai écrit une romance de Noël, j'en ai une autre sur le feu. Les antagonistes sont pas non plus forcément. Alors, dans le deuxième où j'écris, non, il y a plus des antagonistes, on va dire, de société, etc. Dans le premier, on va pas se mentir, hein, c'était la romance de Noël, hein. Donc le gros antagoniste, c'est la personne elle-même. Oui, voilà, c'est ça. Mais voilà, ouais, ouais. Mais c'est vrai que je trouve qu'au global, je trouve que les antagonistes sont moins intenses Mm, mm. Ouais. et pourraient plus facilement être contournés même dans la vraie vie, quoi. Oui, mais après ça reflète aussi, c'est sûr, mais j'entends totalement que c'est vrai que du coup il y a moins peut-être ce côté accrocheur que nous, enfin nous on a peut-être plus envie de voir aussi parce que ça nous représente davantage. Après Et puis dans moi, cette c'est pas romance plus. en particulier que j'ai écrite, pardon, euh, ça commence justement avec des histoires de donc Léa qui était en couple avec un homme et une femme qui étaient déjà en couple ensemble avant, et donc il y a des histoires de manipulation, etc. Donc il y a toute une reconstruction d'elle-même qui se fait. Et justement, j'avais aussi envie de montrer que être une femme dans cette société, c'est pas non plus facile. Et que voilà, il y a plein de choses qui peuvent arriver, plein de connards, pour dire les mots comme ils sont. Et donc Ouais. ça part là-dessus et sur le début d'une amitié qui va être basée aussi sur
elle est en train de se reconstruire, donc elle est super en retrait. Enfin, elle n'a pas forcément confiance envers les hommes, etc. Elle a plus envie d'être en couple. Donc il y a quand même tout ce truc où finalement l'antagoniste du livre c'est elle-même, mais il y a quand même des événements qui se sont passés avant qui font qu'elle en est là, quoi. Ouais, et puis après, il y a certains éléments. Tu parles la notion d'un deuil dans un couple, dans un mariage. C'est sûr que ça peut pas être traité de la même manière que juste j'avais un mec, ça faisait 3 semaines et on a rompu. C'est ça. C'est ça raconte pas non plus la même histoire d'un point de vue scénaristique, ça c'est certain. En effet. Et d'un autre côté, j'aime bien, dans les sujets qui sont graves, qui sont difficiles, j'aime bien. Alors, j'ai des romans qui sont vraiment très très durs, vraiment très durs. Et d'un autre côté, celui avec le deuil, justement, c'est un roman qui est feel good, qui est tout doux, où il se passe pas grand chose. Comme je te disais, c'est un huis clos en extérieur, donc un roman où ils sont dans leur bulle, etc. Et j'aime bien en fait intégrer dans des romans comme qui vont être doux, qui vont permettre de se sentir bien avec un petit peu d'humour, un côté pétillant et tout ça. J'aime bien introduire quand même des sujets qui sont plus difficiles, qui sont plus profonds, creuser les personnages. Bon, après, c'est eux qui me racontent leur histoire aussi, donc il leur arrive ce qui leur arrive, hein. Mais je trouve que c'est important en fait aussi de pas se dire dans le feel good, il faut forcément qu'il soit rien arrivé de grave, que les personnages aillent bien, etc. Non, c'est pas forcément ça. On a le droit d'avoir vécu des choses difficiles et d'être en train de se reconstruire ou de se reconstruire et de vivre des belles histoires, que ce soit amoureuses, amicales ou peu importe, hein, quoi d'autre. Et je trouve, enfin, moi, je trouve ça important en fait de montrer ça. Ouais, ouais, non, je suis d'accord. Ça me fait penser au travail de Sam Diana qui, dans ses romans, aborde des fois des sujets difficiles, comme le rejet, comme les violences, mais qui met ça dans un espèce de cocon, d'un petit duvet, ce qui fait que sans dire que c'est amoindri, hein, mais c'est pas vécu comme une violence. Je sais pas si je suis claire. Oui, oui, non, mais si, c'est ça, c'est ça. C'est et c'est chouette en fait quelque part de montrer qu'on n'est pas obligé de forcément faire du dominant porn pour parler des sujets les plus durs dans nos réalités, quoi. Oui, bah, par exemple, je parlais tout à l'heure du handicap. J'aime bien, moi, pareil, un des derniers livres que j'ai écrit, Café, aiguille et cheveux blancs, parle de handicaps divers avec un personnage principal qui est autiste et l'autre qui est atteint d'albinisme, donc avec tous les handicaps que ça rajoute. Et justement, c'est un roman qui est feel good, c'est très 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 doux. Et j'aime bien aborder, pareil, le handicap de cette manière-là, où on n'est pas obligé toujours de dramatiser les personnages qui ont des handicaps, euh, de les rendre malheureux, ou évidemment qu'ils ont des défis. Ça, c'est évident, ils ont des défis que les personnes valides vont pas forcément avoir, ni connaître, ni comprendre. Mais j'aime pas l'idée qu'on est obligé, enfin, qu'on est obligé, personne n'est obligé, mais trop souvent, justement, dans ces romans-là, donc je parle plus précisément du handicap parce que c'est vrai que j'ai remarqué ça beaucoup. On a tendance à faire, en fait, à centrer tout sur le handicap et à centrer tout sur un drame en fait de vie, alors que bah, les gens qui ont des handicaps, ils vivent et ils ont le droit d'être heureux aussi et ils ont le droit de pas penser toute la journée à ça. Et voilà, donc pour moi, ça fait partie des sujets que j'aime bien aborder aussi avec douceur, profondeur, mais douceur quand même. Oui, comment ils appellent ça? Tu vas voir, ça va me revenir. 3, 4. Oh là là, regardez combien cette personne handicapée est inspirante. Oui, voilà. Oui, ça, on a quelques spécialistes quand même d'un point de vue social, sociétal, là-dessus.
Mais oui, je vois l'idée. Non, non, mais tu as raison. Et puis je trouve que c'est drôlement intéressant ce que tu abordes. Euh, d'une manière générale, quelle vision, on va élargir un petit peu là ce que tu nous disais, quelle vision est-ce que tu as des personnages trans ou non binaires dans la littérature mainstream et la littérature LGBTQIA+. Bah alors moi, je trouve qu'il en faut beaucoup plus. La vision que j'en ai, c'est qu'il y a très peu de romans qui parlent de ces sujets-là. Alors, encore plus les personnages non binaires que les personnages trans, parce que j'ai l'impression, et je partage un petit peu cette idée, c'est très compliqué d'écrire des... Alors, je veux pas dire que les personnages non binaires se genrent forcément en écriture inclusive, enfin au neutre. Moi, j'ai moi-même dans mes romans des personnages non binaires qui peuvent se genrer au féminin, au masculin. Des fois, ça varie. Des fois, ils choisissent un genre. Mais personnellement, pour avoir déjà écrit des romans avec de l'écriture inclusive, c'est vrai que je me suis bien rendu compte que de suite, on a beaucoup de critiques. Donc, je comprends totalement que les autoristes aient du mal à aborder ce sujet vraiment en profondeur et à proposer des romans différents puisque c'est très rejeté et c'est très dommage. Mais en même temps, voilà, j'entends aussi que ce soit compliqué. Maintenant, moi, je trouve que ces personnages-là, il en faut beaucoup plus, que ce soit des personnages non binaires, des personnages transgenres. C'est très, très important de les représenter. On les représentera jamais trop. Mais est-ce que tu penses que c'est juste une question d'absence de choix pour les éditeurs, ou est-ce que pour toi, les éditeurs sont aussi source de blocage? Parce que dans les éditeurs, on va pas se mentir, il y en a quand même beaucoup qui appartiennent à Bolloré. Et Bolloré n'est pas l'homme le plus open de ce Ouais. qu'on en sait sur ce type de sujet. Alors, c'est vrai que j'ai pas pensé à la question pour la simple raison que je lis pas beaucoup de romans édités, sauf par des petites maisons d'édition queer. Donc la question se pose pas de ce côté-là, dans le sens où bah, chez les maisons d'édition queer, des personnages trans et non binaires, on en retrouve. Maintenant, c'est vrai que maintenant que tu le dis, des personnages trans chez des éditeurs peut-être plus visibles, on voit pas ou peu, donc j'imagine que c'est des choix. Ouais, en fait, pour ne rien cacher, avec Cobb, on s'est posé la question de savoir si on arrivait à trouver chez les éditeurs mainstream une représentation trans ou non binaire qui soit neutre ou positive. Et on a un peu séché globalement. Alors tu vas en Euh, avoir en bande dessinée. ouais, ouais, c'est vrai qu'on a pensé quasiment qu'à la fiction. Et puis, tu vois, on a rajouté une couche de difficulté. Mais peut-être que tu auras notre solution. Notre couche de difficulté, c'est: et si ces personnages trans ou non binaires vivent une romance? Et là, tu vois, autant j'étais capable quand même de sortir quelques titres d'ouvrages, généralement écrits par des personnes concernées, quand on se limitait à la littérature en général, autant là, dans la littérature mainstream, et même chez les éditeurs LGBTQIA+, donc pas dans l'auto-édition, hein, on va pas se mentir, moi j'avais pas de nom là. Moi, je peux t'en citer, mais voilà, ça va être vraiment marginal. Mais je dirais pas que c'est forcément des romans qui sont des romances, mais où il y a de la romance et où ces personnages-là ont droit à une romance. Oui, il y en a quelques-uns, mais pas beaucoup. Tu vas en trouver chez IBI Édition et chez JS Édition. Ah oui, Et comme ça, j'en ai pas d'autres en tête, en effet. ouais. Mais c'est vrai qu'il y a cette... Alors, je sais pas si c'est une volonté ou plus une peur ou les deux à la fois. Moi, j'écris avec des personnages trans qui ont des romances et c'est aussi des personnages qui ont, enfin, tous mes romans n'ont pas forcément de scène érotique, mais j'aime bien montrer aussi cet aspect-là. Et j'ai pu me confronter quand même beaucoup à un lectorat, bon, qui n'est pas LGBTQIA+, mais ça, on choisit pas son lectorat,
Oui. qui va de suite dire ah non, par exemple un homme trans, bah non non non, il a pas ce qu'il faut entre les jambes, j'en veux pas quoi. Et moi ça me choque énormément, je trouve ça d'une violence extraordinaire de la part de Méconnaissance notamment des folle, en plus. pardon? Et d'une méconnaissance folle, j'ai envie de dire, Oui, en plus, de, en plus. de la sexualité et de l'érotisme court. Mais ça, on va en parler dans une table ronde, toi et moi. Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. Mais ouais, ouais. Et tu sais, et quelque part, je te disais, j'ai une romance de Noël sur le feu, et l'un de mes personnages est trans. Et alors, pas celle que j'ai sur le feu, enfin disons que c'est le tome suivant pour être exact. Mais j'y réfléchis déjà, je connais déjà mes personnages pour le tome suivant et tout. Et l'un des personnages va être trans. Et jusqu'à présent, dans toutes mes romances de Noël, il y a une scène de sexe. Mhm. Et ma grande question, c'est est-ce que avec ce couple où l'un des deux personnages sera trans, est-ce que je vais faire une scène de sexe? Parce qu'en fait, j'ai aucune envie, mais aucune envie, euh, d'expliquer à mon lectorat si mon personnage est opéré ou non opéré. En fait, quelque Ouais. part, je trouve que c'est. Alors, je pense que tu vas rire pendant 30 secondes. Je trouve que c'est hyper intrusif pour mon personnage que je dise ça à mon lectorat. Non, mais Voilà. j'entends, j'entends. Je pense que ça dépend des personnages et il faut faire aussi comme on le sent et comme ils le sentent. Je rebondis, alors c'est pas sur la sexualité, mais pour rebondir sur ce que tu dis justement sur les personnes trans, j'ai un roman qui s'appelle Ton corps sera mon temple, où donc j'ai un personnage, Liam, qui est trans. Et dedans, il est confronté à sa famille qui est transphobe, qui le mégenre et qui l'appelle avec son nom, son dead name du coup. Et j'ai refusé. Pourtant, il y a vraiment une scène où il est avec ses parents et où ça se passe, donc ça aurait été logique de mettre son dead name. J'ai refusé de faire ça parce que pour ce personnage-là, c'était une énorme souffrance et que j'avais pas envie. En fait, je connais même pas son dead name, mais j'en ai rien à foutre parce que c'est pas son nom. Et donc j'ai prévenu les lecteurs. Enfin, j'avais mis une note pour dire ses parents vont l'appeler X parce que je ne veux pas donner son dead name. Et voilà, donc j'ai choisi pour ce roman-là de faire comme ça. C'était déjà très 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 dur comme scène. Euh, J'avais pas envie de rajouter une couche en plus. Et comme tu dis, je trouvais que c'était trop intime. C'était de l'ordre de quelque chose qui lui appartenait et qui ne me regardait pas et qui regardait encore moins mes lecteurs. Ouais, alors moi, pour mon personnage trans, je sais quel est son dead name, parce que, disons que pour le choix de son prénom, euh, c'était important que je sache pour pouvoir arriver à jouer avec ça. Mais c'est amusant que tu parles des dead names, de la violence que c'est de leur usage. Enfin, amusant. Parce que on a eu cette conversation avec Cobb, et où moi je disais que quelque chose qui m'avait vraiment beaucoup débloqué, c'était ce qu'avait fait Théodore Pralinus dans son webtoon Boys Will Be Boys, où il y a des personnages qui utilisent des dead names, et au lieu de donner le dead name, Théodore Pralinus, en fait, met un gros tampon censuré dessus. Mm. Et je trouve que c'est absolument génial comme technique. Oui, en effet. En effet. C'est simple en plus à reproduire. Dès l'instant où on passe par l'écrit, enfin, j'ai trouvé ça assez génial. Et je pense que c'est un truc, moi, que je vais lui piquer, hein, en toute honnêteté. Et je trouve ça en même temps même didactique et même ce X que j'ai pu mettre moi avec une note de montrer aussi aux lectrices la violence que ça peut être un dead name pour certaines personnes trans. Et comme tu le disais, c'est pas forcément toujours le cas. Et chaque personne trans a son histoire. Euh, Chaque personne trans a son vécu, sa façon de vivre, d'appréhender les choses, d'appréhender son passé aussi. Et, et voilà, enfin, je trouve ça didactique en fait de montrer que, bah, que ça, le mal que ça peut faire en fait à certains.
et à quel point c'est important de prendre ça en considération. Ouais, et puis tu vois, je pense que moi je reste une femme cis, hein, je suis queer, mais je reste cis. Et je trouve que quelque part, il est d'autant plus important que l'on prenne des pincettes, qu'on l'on fasse attention, parce qu'on n'est pas une personne concernée dans ce genre de situation, sur ces éléments qui sont, j'ai envie de dire urticants, mais enfin, qui sont blessants en fait. Mhm. Et que le ressenti d'une personne trans, quelqu'un qui par exemple dit moi mon dead name, non, c'est pas un problème. Euh, mais c'est une personne trans et elle porte sa vérité à elle en tant que Oui. personne, en tant qu'individu. C'est pas la même chose que si moi je dis en tant que personne cis, oh bah c'est pas grave. Enfin tu vois. Et je trouve que quelque Oui, part, oui, tout il à y a, fait. c'est d'autant plus, enfin c'est hyper important qu'on soit beaucoup plus attentif. Et je pense que c'est aussi quelque part quelque chose que doivent porter les lectrices ou je vais pas dire qu'ils doivent le flinguer les autoristes qui se plantent, hein, faut pas abuser non plus, ça reste des êtres humains, mais où ils nous demandent, où il y a une demande de la part de notre lectorat euh, à la vigilance. Oui. C'est, je trouve. Malheureusement, je dirais que le lectorat, surtout sur ces questions de transidentité et de non-binarité, la majorité du temps, il connaît rien du tout. Et moi, je sais que j'ai beaucoup de retours de personnes qui me disent, bah, tu m'as appris plein de choses, bon, dans ces romans, mais dans tous mes romans en général, puisque comme je te disais, je fais quand même beaucoup de recherches et puis je parle aussi beaucoup de mon expérience, même si c'est à travers d'autres personnages qui n'ont pas forcément mon vécu, de mon expérience ou de l'expérience d'autres personnes que je connais, enfin, de témoignages que j'ai pu recevoir à travers ma vie. Euh, mais on voit bien que le lectorat est encore, enfin, comme tu disais, il n'y a pas assez de romans qui en parlent non plus, et qui en parlent bien en plus. Et donc, ça reste des sujets qui sont très, très, très mal compris. Même si on en parle de plus en plus, voilà, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas assimilées du tout. Et du coup, je pense que c'est pas facile pour le lectorat de. La majorité va pas aller se dire ah bah tiens, je lis un roman sur tel sujet, je vais me renseigner. Dommage d'ailleurs, mais Oui. C'est, non, non, c'est sûr, mais c'est vrai que ouais, je pense que là, enfin, le lectorat a vraiment un rôle à jouer, euh, d'autant plus que quelque part, euh, tous les autoristes, quels qu'ils soient, hein, euh, c'est que dans les maisons d'édition, en auto-édition, petite ou grande maison d'édition, hein, peu importe, ou même en complet autonomie sur Wattpad ou en Fanzina, que sais-je, hein, à un moment, si on voit que le lectorat se tourne vers eh ben, des représentations respectueuses, euh, et ben en fait ça va motiver les gens à écrire plus de représentations respectueuses, ne serait-ce que parce qu'en fait, ils voudront vendre leur bouquin, quoi. oui, 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 bah oui, c'est vrai que c'est un cercle vertueux Voilà. ou vicieux. Et, et je pense qu'une représentation vertueuse, euh, honnête, n'empêche pas que certains personnages LGBTQIA+, soient par ailleurs des immondes salopards, que par ailleurs que ça soit des criminels, etc. Mm. Mais que ça soit pas parce que queer. Enfin, c'est un peu le cas d'Ursula dans La Petite Sirène, où elle est hyper codée queer, Ursula. Enfin, c'est surtout la grande méchante. Il y a plein de personnages chez les méchants, les méchantes de Disney, où ils sont codés queer en réalité. Bah, c'est marrant que tu parles de ça avec Jonathan Lhuillier. On a écrit un bouquin qui s'appelle Le roi, la pieuvre et la sirène, qui est
revisite, réécriture de La Petite Sirène, et dans lequel Ursula, bon, on n'a plus le nom d'Ursula, c'est un homme non binaire pieuvre qui s'appelle Arzur et qui a le bon rôle. Ouais. Eh mais tu vois, je pense que quelque part Disney l'a senti venir. Il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, je dirais, il y a eu des ouvrages qui sont sortis pour avoir l'histoire d'origine, tu sais, les fameuses original story, sont sorties et ont été traduites en français. J'en ai deux ou trois, parce que je connais une des traductrices. Et, euh, et quelque part, en fait, on comprenait pourquoi les méchants étaient devenus des méchants. Et, euh, et je trouve que c'était en fait bien plus intéressant que juste le discours qu'on avait dans les récits d'origine qui était ils sont méchants parce qu'ils sont méchants. Oui, bah oui, oui, c'est sûr que c'est un peu limité. Malheureusement, dans beaucoup de Disney, j'ai l'impression aussi qu'on prend nos enfants. Alors peut-être moins aujourd'hui, mais en tout cas quand nous on était enfants, un peu enfin, il faut les protéger, il faut que le monde soit très binaire, etc. On le voit encore beaucoup, hein, beaucoup de gens qui trouvent d'ailleurs que tous les sujets LGBTQIA+ doivent pas être abordés avec des enfants, alors que franchement, soyons, soyons honnêtes, les enfants ils comprennent beaucoup mieux ces sujets-là que nous et ils les acceptent beaucoup mieux que nous, c'est beaucoup plus facile. Mais il y a quand même ce truc de, voilà, le mainstream, ça doit être, comme tu dis, ou allez, éventuellement, s'il y a des personnages queer, faut qu'ils soient méchants, très méchants, et on se passe de backstory parce qu'on n'a pas envie de creuser un monde qui est en nuances, quoi. Oui, ou alors très méchant, ou alors complètement dans la norme cis-hétéronorme. Enfin, vraiment Mm, complètement cis-hétéronormé. c'est Donc ça. avec le chien, la petite barrière blanche, les deux enfants ennemis, le mariage, la monogamie, on s'est mis en couple, on avait 16 ans, on s'est marié à 18, très, très loin en fait de beaucoup de vie queer. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais moi, c'est ce que je reproche beaucoup à, notamment la littérature elle-même. Aujourd'hui, c'est ces clichés en fait. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la fétichisation des hommes gays, bi, pan dans la littérature elle-même. Et je trouve ça intéressant parce que les gens sont persuadés que quand on parle de fétichisation, on parle forcément des scènes érotiques. Alors que pour moi, la première fétichisation, elle est dans cette idée de l'homme gay qui vit une vie cis-hétéronormée, avec une romance cis-hétéronormée, etc. Faut pas sortir du cadre. Et rien que ça, en soi, pour moi, c'est problématique parce que oui, ces gens-là existent et ils ont le droit d'exister et on a le droit de les représenter aussi. Mais ça se limite pas à ça, notre monde, et même au contraire, ça reste une minorité parmi nos communautés, et on est toujours sous-représenté, je trouve. On nous demande de... Alors, c'est assez marrant parce que on nous dit pourquoi vous vous mettez dans des cases, parce qu'on crée des définitions, des mots qui nous correspondent, on affine nos ressentis de nous-mêmes. Et en fait, moi, ce que je trouve, c'est que les vraies cases, c'est la société qui nous les met, c'est-à-dire qu'on doit être dans un rôle d'homme, de femme, cis hétéro, de moule patriarcal, etc. Et je trouve que nos communautés queer sortent de là et ont aucune envie d'y être enfermées, et c'est ça qu'il faut montrer, quoi. Nos Mm. réalités, nos vies à nous. C'est ça, c'est ça. Et puis je pense qu'il faut pas oublier non plus que notre culture a pendant extrêmement longtemps été à la marge, en dehors de la société, de façon extrêmement violente, hein, dans un certain nombre de cas. Enfin, je veux dire, en France, on a encore des hommes qui ont été condamnés pour homosexualité. Ouais. Et pas des hommes qui ont 90 ans, hein. Des hommes qui l'ont été il n'y a pas si longtemps que ça, et qui donc ont subi un ostracisme, ont subi des violences. euh, et, euh, et comment s'étonner quelque part que euh, notre vision, notre culture puisse aussi être en décalage avec la culture majoritaire dans la société qui, pendant extrêmement longtemps, pendant des siècles,
a été une extrême violence vis-à-vis de nos communautés. Oui, c'est ça, enfin, ça donne pas envie, quoi. Et puis voilà, ce moule patriarcal, de toute façon, il correspond à qui au final? Parce que ça, je trouve que en étant nous-mêmes, euh, on permet aussi aux autres de se libérer, mais à tout le monde, c'est-à-dire pas qu'aux personnes queer. Finalement, les personnes cis hétéros aussi, elles ont le droit d'être différentes. On l'est tous différents, mais on se conforme à une norme qui nous force à rentrer dans un moule, dans une case préfabriquée, où presque, enfin, personne rentre là-dedans. Et enfin, faut tailler sur les bords, quoi. Même pour les personnes cis hétéros, Ah bah on n'est pas oui, fait oui. pour rentrer dans un moule. Mais c'est ce que dit le féminisme depuis très longtemps. C'est que le féminisme se bat pour les femmes, mais que dans l'absolu, ces combats sont aussi extrêmement favorables pour l'immense majorité des hommes. Par contre, c'est vrai que les hommes qui sont extrêmement satisfaits de la violence que le patriarcat et le masculinisme imposent à toute la société, qui se délectent de ça, ah bah c'est sûr que eux ils sont pas ravis à l'idée que la société puisse être autre. C'est clair. Et c'est marrant, enfin non, c'est pas marrant du tout, mais de voir qu'on parle de nos minorités, alors qu'en fait on est l'écrasante majorité. Je veux dire, ces hommes cis hétéros, blancs, valides, puissants, etc., qui représentent le patriarcat, ils sont une poignée. Et c'est eux qui dirigent le monde, qui dirigent nos mondes, nos sociétés, un peu partout sur la planète, quoi. Ah bah oui, et puis tu sais, euh, je me suis longtemps fait la réflexion comme quoi on avait de plus en plus de récits queer, de récits LGBT, QIA+, hein, en termes de fiction, que ce soit des récits écrits, des récits de BD, ce genre de choses. Et mais en même temps, quelque part, ça fait sens. Toi et moi, nous sommes certainement la première génération qui n'a pas connu, ou du moins n'a pas de souvenir d'une période où l'homosexualité était légalement condamnée en France. Oui, en effet. C'est quand même énorme. Mm. Bon, c'est pas notre cas, mais des gens qui sont plus jeunes que nous, euh, eux pourront connaître. C'est terrible. J'étais tout à l'heure avec Kobayashi et je disais pitié que la voiture qui n'arrête pas de se déclencher, l'alarme se taise. Bon, bah, on l'a eu. Voilà. C'est ça le petit bruit derrière. C'est ça le petit bruit derrière. Alors, pour info, en vrai, c'est pas un petit bruit. J'espère que ça va pas trop terrible pendant l'enregistrement. Donc, je disais que euh, il faudra encore plus jeune que nous pour ne pas avoir de souvenir d'un monde où la transidentité était classifiée comme une maladie. Et je trouve que ça influence drôlement la manière dont on grandit, dont on se construit, et dont on ose revendiquer des imaginaires qui ne sont pas cis-het, et quelque part qu'on ose se revendiquer. Je lisais que dans les générations, on va dire les plus âgées, 60 ans et plus, en France, hein, mais visiblement c'est valable pour beaucoup de pays de l'hémisphère nord, euh, on arrivait difficilement à 5% de personnes qui se déclaraient non cis-het. Tu prends la génération qui a entre 15 et 20 ans, t'es à 20%. C'est ce que j'allais dire, oui. Ça concerne mes enfants et c'est vrai que je vois mon grand au lycée, ses potes, ils sont out en tant que personnes gay, bi, non-binaires. Il n'y a plus du tout les mêmes. Alors après, ça dépend des cercles et des milieux, je pense. Nous, les lycées dans lesquels sont mes enfants et leurs amis sont assez protégés, assez ouverts, je dirais. Il y en a d'autres où je sais que c'est plus compliqué. Mais globalement, on est face à une génération qui n'a plus peur d'expérimenter, ou moins en tout cas, et qui se revendique, qui n'a pas les mêmes barrières, j'ai envie de dire. Je vois, moi, quand j'avais leur âge, être
bisexuel, enfin pansexuel, enfin, c'est quelque chose que j'appréhendais même pas. Je refoulais énormément. Alors je sais qu'il y a des personnes qui le refoulaient pas et qui étaient plus assurées, mais ça restait quand même beaucoup plus compliqué d'accepter que on pouvait aussi aimer les femmes en étant une femme, etc. Et ne parlons même pas, comme tu disais, de la transidentité, où je ne savais même pas que ça existait à l'époque. Et avec le recul, moi, je me rappelle de moi, ado, si j'avais vécu dans le monde dans lequel vivent mes enfants, j'aurais sans doute fait une transition à laquelle je n'avais pas accès parce que, alors ça existait bien sûr, mais personne n'en parlait. Je savais même pas, enfin, on connaissait pas le mot trans. On savait pas que ces gens-là existaient, avaient une vie, avaient des possibilités, parce que des possibilités, elles étaient très réduites justement. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile et c'est vrai que les gens ont tendance à dire oui, mais c'est parce que c'est la mode, tout le monde est influencé et tout ça. Et moi, enfin, je suis pas du tout d'accord avec ça. On est juste plus libre. Nos jeunes sont plus libres d'être qui ils sont, de revendiquer leurs différences et avec fierté et d'expérimenter des choses. Ah ouais. Puis moi, tu vois, enfin, moi, je trouve ça fascinant, l'idée qu'une personne sur 5 soit queer. Ouais, franchement, ça me fait pousser des ailes. Parce que moi, je fais partie des gens qui ont eu la chance d'avoir Internet, d'avoir accès à Internet extrêmement tôt dans leur vie. Vraiment extrêmement tôt. C'est-à-dire qu'en 97, j'avais déjà une adresse mail et accès à Internet. Alors qu'on s'emballe pas trop, hein. C'était quelques heures par mois, en passant par un modem qui faisait difficilement du 56K. Bref, les enfants imaginaient un truc qui est hyper lent, avec très peu d'images et pas grand-chose sur Internet à l'époque. Mais ça m'a permis en fait de rentrer en contact avec plein de gens qui étaient mieux informés que moi, qui des fois étaient déjà conscients d'être queer. Et ça a complètement ouvert mes chakras. Mais qu'on s'entende bien, si moi, 16 ans, rentrant en seconde, je savais que j'étais bi, on va pas se mentir. Grégoire, mon charmant camarade de terminale, lui, clairement, il avait pas compris qu'il était gay, ou au moins il l'assumait pas. Et le nombre de fois où je me suis pris un mur dans le dos parce que Grégoire ne supportait pas que je puisse être ouvertement bi, ça, y a pas de problème. Je m'en souviens vachement bien. Et je trouve... Ouais, ouais, hein. Je veux dire, Grégoire, je m'en souviens vachement bien. Je me souviens aussi vachement bien de son pote Vincent, qui était tiraillé entre suivre Grégoire, façon Grégoire est mon gourou, et ouais, non, mais Vicky, elle est pas méchante, t'es sûr que tu veux encore lui exploser le dos contre un mur? Voilà. Euh, Ceci était ma vie passionnante au lycée. Mais je pense que nos récits ont aussi leur importance au sens où, ben ouais, comme tu le dis, on ne savait pas, en dehors de quelques cercles, à la télé, le summum de la représentation LGBTQIA+, c'était c'était la cage aux folles, on va pas se mentir, hein. Ah, Hein. et le sida, parce que je veux dire, à notre époque, clairement, l'homosexualité, c'était relié au sida, enfin, dans la pensée des gens. Ouais, ouais. Et donc, ben, autant dire que ça faisait pas rêver non plus comme représentation, Non. que ça faisait peur en fait. Euh, et je pense que voir des récits positifs, ou au moins neutres, ça change drôlement la vie. Moi, j'avoue que je pense que je me souviens d'un des premiers bouquins où j'ai vu parler d'homosexualité dans une maison d'édition mainstream. Je pense que c'était un bouquin mince, comment ça s'appelle? C'est bien, je ne l'ai pas préparé, donc je n'ai évidemment pas le nom. C'est une autrice de romans pour enfants et ados. Euh, Dans sa famille, ils sont 3 à écrire. Tu vas voir, ça va arriver.
Je cherche en fait en même temps parallèle parce qu'il ne faut pas abuser. Donc c'était à l'école des loisirs. Et c'était à l'école des loisirs. Et comment elle s'appelait, cette autrice? Ah, bref, et en fait, c'est tout simplement l'histoire d'un frère qui récupère en fait la garde de ses trois frères de 3, 4, 5 frères et sœurs, parce que les parents décèdent. Il se trouve que lui est gay. Et voilà, et il y avait ça dans mon CDI, le truc complètement dingue, mais j'ai fait ah ouais. Et puis en plus c'était positif. Mario de Muraille. Et c'était Ok, Oh je connais Boy. pas. Mario de Muraille, grand classique. Et puis en plus, il se trouve qu'on avait reçu dans mon CDI Mario de Muraille. Et donc voilà. Et c'est vrai enfin, ça a été mais vraiment une révélation en disant ah ouais, c'est possible. Et dans un roman suffisamment mainstream pour qu'il soit au CDI de l'école, quoi. Oui, en effet. Ouais. Moi, je me souviens pour moi, la première représentation trans, c'était le Club des Cinq avec Claude. Oui. Bon, il est jamais, enfin, justement, c'est elle dedans et il n'y a jamais vraiment de référence à la transidentité, mais n'empêche que pour moi, quand j'ai rencontré ce personnage, c'était un peu une révélation, quoi. Oui, oui, mais si tu veux, je trouve avec du recul, ça marque, quoi. Ça fonctionne et tu Oui, fais ah ouais. C'est comme bon, en ce moment, je suis en train de relire les Sailor Moon. Et évidemment, dans Sailor Moon, il y a mes deux Sailors préférés, à savoir Sailor Uranus et Sailor Neptune. Vous avez tous le droit de crier au cliché, hein. Euh, mais je trouve que Sailor Uranus est vachement intéressante parce que dans les bouquins et dans la série, hein, clairement, à peu près tous les personnages, genre Sailor Uranus au masculin, à nombreuses reprises, il est dit ah mais c'est le petit copain de Sailor Neptune, enfin sous leur vrai nom, euh, que tu as tout un discours du homme garçon, mais est-ce que enfin homme ou femme, est-ce que ça a vraiment une importance? Et pourtant, à l'époque, l'analyse était que c'était un couple de deux femmes lesbiennes. oui. Moi, franchement, quand je le lis, et je pense qu'un jour je vais en faire un 17h15, donc ma newsletter, moi, je peux pas m'empêcher de me demander si c'est pas plutôt une représentation non binaire, qui était certainement involontaire à l'époque, hein. Oui, mais c'est ça, c'est intéressant de voir que en fait, toutes ces petites choses auxquelles on s'est attaché quand on était enfant ou ado, les représentations sont pas claires, voire même elles existent peut-être même pas et on se les est fantasmées, mais se les est tous fantasmées ensemble en fait. Parce que on n'avait pas tous ces supports de fiction qu'on a aujourd'hui, on n'avait pas les séries, on n'avait pas les stars, enfin je veux dire des stars qui étaient out, il y en avait extrêmement peu. Euh, Ouais. même à l'école, j'ai envie de dire, on parlait pas de bisexualité chez les Grecs. On parlait de Rimbaud et Verlaine, jamais on a Oui. abordé leur histoire ensemble. Enfin, ce genre de choses. Donc on s'accrochait quand même à des petites choses qui nous parlaient, nous, et peut-être qu'on les transformait un petit peu dans notre imaginaire, mais c'est un imaginaire qui est quand même groupé, c'est des références qui reviennent, et je trouve ça super intéressant en fait. Et c'est vrai que je trouve que nos jeunes ont la chance aujourd'hui d'avoir des vraies représentations fortes et positives, ou en tout cas réalistes, parce qu'il n'y a pas forcément besoin que tout soit positif, c'est important aussi de parler de nos souffrances et de nos épreuves en tant que personnes queer à travers les époques et aujourd'hui encore. Mais c'est vrai qu'ils ont la chance d'avoir ce nombre de références, de stars, de personnes un peu partout
auquel s'accrocher, quoi. Et tu sais, en parlant de Rimbaud et Verlaine, moi, il y a une année au lycée, pour le bac, nous avons étudié, je cite, l'œuvre complète de Rimbaud. Alors ouais, l'œuvre complète de Rimbaud, en fait, il faut comprendre, sont Une saison en enfer et la quasi-totalité de ses textes érotiques gays. Et j'ai trouvé ça mais hallucinant qu'en fait, l'œuvre complète, parce que c'est marqué tel quel hein, sur le bouquin, ça soit en fait une œuvre complète expurgée. Sachant que le bouquin, enfin, il avait 2-3 ans, hein, c'était pas un bouquin sorti du 19e siècle. Et notre prof de français, le pauvre garçon qu'on a quand même traumatisé toute l'année, hein, mais j'étais dans une classe très joueuse. Mais il a quand même réussi l'exploit de nous faire étudier l'œuvre complète, entre guillemets, de Rimbaud, sans jamais, jamais nous dire autre chose que Verlaine étant un mentor. Oui, c'est dingue, c'est dingue. Et il y Je a trouve tellement de personnalités, je vois. Quand j'ai découvert, par exemple, que l'étrange portrait de Dorian Gray, en fait, on n'a jamais eu l'œuvre complète. C'est-à-dire que dans l'œuvre complète, il y a des scènes d'homoérotisme, etc., qui sont, enfin, on a rajouté très récemment, et bien sûr pas dans toutes les éditions, ça reste assez difficile de les trouver. Il y a quelques rares éditions, mais on a complètement oblitéré la vie de tous ces, la vie et l'œuvre en fait de tous ces artistes qui étaient queer et dont on nous a parlé un peu, peut-être pas comme des exemples, mais comme en tout cas des grands hommes et des grandes femmes, et tout en nous cachant qu'ils étaient queer, quoi. c'est ça. Et puis en fait, souvent, ils sont pas du tout étudiés. Je veux dire, enfin, pour le bac de littérature, je me suis falté quand même les planches courbes de Bonnefoy. Bonnefoy, quoi. Si vous avez jamais lu Bonnefoy, sachez que c'est chiant. Et pourtant, j'aime lire des trucs relous. Hein. Alors que, je sais pas, on aurait pu étudier un Gide, qui est quand même 10 fois plus lumineux, 10 fois plus intéressant aussi, accessoirement, et surtout 10 fois moins chiant. Mais voilà, des choses comme ça, c'est fin. Je pense que de tous les auteurs et autrices et auteuristes, hein, peu importe, que j'ai étudiés dans ma vie scolaire, je pense que hormis Rimbaud qui s'est fait mentoriser, alors ça je pense qu'à la retranscription ça va être magique, mentoriser, et ben je suis pas sûre qu'il y ait eu une seule personne qui soit queer. Ce qui est quand même dramatique, parce qu'on va pas se mentir. Il y en a un paquet qui sont pas cis-het dans nos grands auteurs et nos grandes C'est autrices. clair. C'est... En plus, tu as des périodes, on les a à foison quand même. Et c'est comme si on avait oblitéré toute une partie de l'histoire pour la coller encore une fois dans le moule cis-hétéro, patriarcal, etc. Comme on l'a fait aussi pour plein d'artistes femmes. Hein. Ah bah oui, oui. Je veux dire, je suis quand même arrivée à obtenir un bac littéraire sans à aucun moment, dans ma scolarité, n'avoir étudié George Sand. Ouais. Moi, personnellement, je trouve que c'est un exploit. Quand tu regardes, il suffit de regarder dans les villes les noms des rues. Oui, Et voilà. je crois que c'est entre 3 et 4% de noms des rues qui sont des noms féminins. Alors là, j'étais ravie dans ma ville, donc Bergerac. Ils ont ouvert une nouvelle maison des associations qu'ils ont décidé d'appeler le centre Joséphine Baker. Après, elle est du coin, donc voilà, mais j'ai trouvé ça très chouette. Et je sais que j'avais discuté sur un petit salon du coin avec un homme qui se battait pour qu'on renomme les bâtiments, les rues et tout ça avec des noms d'artistes, de personnes féminines, de personnes célèbres femmes.
Alors, Joséphine Baker, je sais pas si tu sais, c'est une femme, noire ou métisse, ça dépend de quel côté de l'Atlantique tu te positionnes, qui se trouve avoir été une résistante, Oui, qui se trouve avoir lutté pour les droits civiques et qui se trouvait être bisexuelle. oui, oui, oui. Quand même pas mal. C'est entre autres dans sa lutte pour les droits civiques, elle a été une des speakerines, des personnes à intervenir à la tribune plutôt, juste avant Martin Luther King une fois. Oui. C'est voilà. Alors après, elle avait des côtés aussi assez détestables par ailleurs, avec une homophobie bien ancrée, entre autres dont un de ses enfants a souffert. Mais c'est quand même assez génial. Mais je vois aussi, moi, dans ma ville, on renomme des rues avec des noms de femmes qui ont vécu dans notre ville et qui ont fait des choses importantes, soit à l'échelle, on va dire, locale, soit à l'échelle nationale. Et je trouve que c'est assez chouette comme mise en valeur du patrimoine et du matrimoine local. Oui, 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 non, mais c'est important et on voit quand même qu'il y a de plus en plus de prise de conscience de partout, même s'il y a actuellement, je trouve, beaucoup de résistance. Euh, mais pour moi, c'est aussi normal, même si ça fait peur, hein. Alors là, moi, je suis terrifiée par le monde actuel, mais à chaque fois qu'il y a une évolution, à chaque fois qu'on avance, quoi, il y a toujours des résistances qui sont plus violentes, plus agressives, etc. Parce qu'il y a des peurs en fait qu'on grignote, qu'on gagne du terrain. Et ces peurs de soi, en fait, je pense que c'est avant tout des gens qui ont très peur de se regarder eux-mêmes. Et du coup, quand il y a des avancées, quand il y a une ouverture comme ça, c'est vrai qu'actuellement, par exemple, moi, ça me fait pleurer ou rire selon les jours, rire jaune, de voir tous ces gens qui disent ah ouais mais on n'arrête pas de voir des personnes LGBTQIA+ de partout, il y a plus que ça. De toute façon ça va finir par être interdit d'être hétéro. Et quand tu vois la représentation dans la fiction à l'heure actuelle, on est quand même encore largement en dessous des statistiques du nombre de personnes qu'on est, en tout cas en France et dans le monde. Mais comme il y a cette mise en avant, comme il y a cette libération, les gens s'accrochent un peu à leur ancien monde et ça crée des violences qui sont malheureusement qui nous retombent dessus. Bah, c'était cette étude qui avait été faite aux États-Unis sur les ouvrages jeunesse et qui démontrait que une fois sortis des petits-enfants blancs, il y avait plus de personnages principaux qui étaient des animaux que de n'importe quel autre, que des enfants de n'importe quelle autre ethnie. Et je Ouais, trouve ça ça m'étonne pas du tout. assez C'est d'une dramatique quand tristesse. même. Ouais. C'est voilà quoi. Enfin, et puis vraiment, il y a un écart qui est énorme, qui était énorme. Enfin, quand tu regardais leur infographie, il y avait vraiment un écart qui était énorme. C'était pas juste. Il y a 15 représentations de lapins et 14 représentations de personnages de telle ethnie. Non, non, c'était il y a 200 représentations de lapins et 15 de personnages de telle ethnie. Je crois que les Amérindiens arrivaient même pas à 1%. Enfin, c'était assez dingue. Et tu vois, moi, plus que se regarder en face, pour moi, les gens qui sont dans la résistance là-dedans, en fait, ils se disent, ah, mais si on laisse ces personnes issues de minorités accéder à une forme de pouvoir, à accéder aux mêmes droits que nous, etc., ils vont nous faire ce que nous, on leur a fait. Et quelque part, en fait, c'est la C'est reconnaissance sûr que c'est qui est faite, flippant. Par tu disais horrible. tout à l'heure, entre 5% de personnes LGBTQIA+, à aujourd'hui sur les jeunes générations, une personne sur 5 qui ne se reconnaît pas comme étant cis hétéro. Bah c'est sûr que la quantité fait aussi que si toi tu es au sommet à discriminer et réprimer tout le monde, c'est un peu inquiétant, quoi. Ah bah ouais, ouais. Écoute, je vois que le temps file, c'est super intéressant tout ce qu'on dit.
mais pour éviter d'avoir un enregistrement de 2 heures que personne n'écoutera en Oui, entier, euh, j'aimerais bien te poser une question ok. avant que ça file. J'aimerais bien que tu nous parles des conséquences de la fibromyalgie dans ta vie d'autorice, parce que je pense que c'est quelque chose qui est important à entendre. Et voilà, et peut-être expliquer ce qu'est la fibro déjà, parce que tout le monde ne connaît pas. Mais j'aimerais bien que tu nous parles des conséquences que ça a dans ta vie. Ok. Alors la fibro, c'est un peu compliqué à expliquer, je trouve. Moi, souvent, je fais un petit peu plus comment dire, des métaphores à ce sujet-là. Je dis toujours que c'est mon cerveau qui fait sa vie, euh, avec des zones qui sont hyposensibles et des zones qui sont hypersensibles et qui du coup créent des choses qui n'existent pas, enfin qui existent pour le cerveau, mais pas dans la vraie vie, j'ai envie de dire. Et du coup, avec des douleurs, des sensations de courbature, de la fatigue, mais à contrario, ça peut être aussi des insomnies, etc. Donc c'est assez varié. C'est vraiment le cerveau qui déconne, comme je dis. Et donc c'est une maladie invisible et qui n'est pas très bien reconnue en France en plus, donc c'est assez compliqué. Euh, Moi, dans ma vie, en fait, mon but actuel, ce serait d'obtenir l'allocation handicap parce que ça m'aiderait beaucoup justement à pouvoir gérer ma vie et pas avoir à toujours me concentrer sur la survie. Mais comme c'est pas très bien reconnu, ça allait au niveau international, hein, mais en France, c'est un peu compliqué. C'est difficile d'accéder à ce genre d'aide. Du coup, quelles sont les conséquences dans ma vie d'auteurice? Alors, moi, je suis une acharnée de travail. Je travaille beaucoup et en général, je trouve que écrire ou dessiner, me mettre dans ma bulle, ça m'empêche de penser à mon corps. Alors, c'est pas forcément très positif parce que évidemment, ça a des répercussions. Mais c'est vrai que j'ai continué à beaucoup écrire, à beaucoup dessiner, à beaucoup créer parce que dans ces moments-là, je pense plus à ma réalité physique et ça me permet de pas souffrir. En tout cas, je le sens pas. Euh, je suis perdue dans mes mondes et c'est vrai que pour moi, l'art, c'est un peu vraiment ma bouée de sauvetage à ce niveau-là. Euh, donc au niveau écriture, j'écris beaucoup et je pense que c'est quelque part une des conséquences de la fibro aussi parce que comme je disais, ça me permet de plus penser à tout ça et donc je suis très 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 perdue dans mes mondes. Euh, je travaille énormément. Euh, Maintenant, ça a comment dire, des répercussions quand même sur des douleurs très spécifiques comme par exemple les douleurs au doigt. Il y a des jours où vraiment c'est très compliqué, des douleurs au cervical, des migraines, etc., qui font que il y a des moments où je suis empêchée de faire quoi que ce soit. Et là où c'est le plus compliqué, je dirais, dans mon métier d'auteurice, c'est que autant pour créer, j'arrive à m'enfermer dans mon truc et à plus penser à tout ça, mais j'ai pas l'énergie, j'ai plus l'énergie en fait pour tout ce qui est promo, aller faire des salons, des marchés, etc. Et du coup, c'est vrai que j'ai vu aussi les conséquences à ce niveau-là. Je sais que par exemple, ce serait génial que je puisse faire plein de salons. J'en faisais avant, j'avais fait par exemple la Icon à Paris il y a quelques années. Ouais. J'en suis plus du tout capable. Je peux pas conduire longtemps, c'est très compliqué pour moi, donc je peux pas y aller en voiture. En train, c'est toute une expédition. Porter une valise de 20 ou 30 kilos, c'est pas possible. Je n'ai plus la force physique. Et du coup, je suis très limitée dans ce genre de choses. Je ne peux plus. Je me limite vraiment au local où je fais des petits festivals, des petites conventions, des petits salons. Comme là, le 14 juin, je vais aller sur la Pride de Périgueux et j'aurai un stand au Village des Fiertés toute la journée. Mais malgré tout, ça reste difficile parce que ça veut dire devoir se lever le matin, affronter une grosse journée ou après pendant une semaine, je sais que je vais être mal physiquement, etc. Donc voilà un petit peu je dirais les conséquences principales que ça a sur ma vie professionnelle. D'accord, oui. Donc, ça ne t'empêche pas de créer des mondes merveilleux et fantastiques. Au contraire, ça a l'air de t'y encourager. Oui. Mais c'est le moment où il faut passer à l'action, que ça soit l'action d'écrire sur le niveau des mains, ou que ça soit l'action de commercialiser, marketer, qui est plus compliqué.
Oui, voilà, voilà. Bon, après, je communique beaucoup avec les gens, mais je vois bien que ces dernières années, j'ai plus de mal à suivre. Quand on m'envoie des messages, je mets plus de temps à répondre, etc., parce que je suis toujours très, très, très fatiguée et j'ai peu d'énergie. Et comme je consacre cette énergie à mes créations et à ma famille, parce que bah voilà, mes enfants, c'est quand même ma priorité, souvent je passe un petit peu à côté à la trappe, même si ces dernières petites années, je dirais, je fais un petit peu plus attention à moi parce que, autre conséquence de la fibro, j'ai tendance à faire des dépressions et des burn-out. Donc ces dernières années, mon corps m'a quand même dit stop, repose-toi un petit peu. Donc j'essaye de prendre un peu plus soin de moi, mais sur bah, la vie sociale, tout ce qui va être tâches ménagères, tâches administratives, etc. Bah, j'ai plus du tout l'énergie puisque cette énergie-là, je la garde pour la création et pour mes enfants, quoi. Ouais. Et le fait que tu nous disais tout à l'heure que tu coécrivais avec Jonathan Huillier. Est-ce que c'est une manière quelque part d'améliorer ta situation sur certains aspects? Ou par exemple Jonathan s'occupe de, je sais pas, de la partie plus salon, ou est-ce que non, ça suffit pas? Non, alors on travaille vraiment ensemble, surtout parce qu'on est meilleurs amis et que on est très compatibles et qu'on adore ça et qu'on a des idées folles ensemble. Après, je pense que pour l'un comme pour l'autre, écrire ensemble, en fait, enfin, en tout cas pour moi, c'est plus de boulot que écrire seul. Après, c'est compensé par le fun et le plaisir que c'est de créer ces histoires à deux. C'est enthousiasmant. En plus, on se voit tous les étés. Il vient passer beaucoup de temps chez moi. Et donc, on en profite pour s'inventer encore des mondes et des histoires. Et il y a peut-être ce côté enthousiasme qui fait qu'il y a aussi une autre motivation. Là, je vois par exemple, ces derniers mois, j'ai surtout travaillé avec lui sur un roman, Ce maudit fantôme, en 2 tomes, qui est encore en collecte participative là jusqu'au 15 juin. J'ai donné beaucoup d'énergie là-dedans, alors que dans mes projets professionnels, là, je suis arrivée à un niveau de fatigue, enfin, d'épuisement même. Mes projets personnels, pardon, je voulais dire que j'ai lâché prise. Euh, je me donne plus de deadline, je fais ma com un peu à l'arrache parce que j'ai toujours l'impression que de toute façon ça sert à rien. Et comme je mets beaucoup d'énergie dans tout ce que je fais et que cette énergie j'en ai pas et après j'en ai plus pour autre chose, je prends les choses plus cool. Alors que c'est vrai que quand je travaille avec Jonathan, je donne davantage parce que bah, déjà j'estime que c'est plus juste. On est deux, je suis pas toute seule, donc et puis ça a un côté où voilà on crée ensemble, que ce soit le roman ou que ce soit après tout ce qui va derrière, la création des livres, même la promotion et tout ça, on fait des posts auxquels on réfléchit beaucoup ensemble, qui nous donnent envie, qui nous font plaisir. Bon, ça marche pas toujours, mais en tout cas, nous, ça nous fait plaisir. Ouais, mais en même temps, c'est déjà un bon début parce que Oui. si ça vous plaisait pas déjà vous, c'est... Ok, bah écoute, on va quand même approcher de la fin parce que là, Vinny, à mon avis, on va dépasser l'heure et demie. Donc j'ai 3 dernières questions. La première de ces 3 dernières questions, c'est: est-ce qu'il y a une question à laquelle tu rêves de répondre? Alors non, j'aime déjà même pas quand on me demande de dire un mot de la fin toute seule, j'avoue. Euh, Alors, je suis capable rassure-toi, de comme il reste un... digresser totalement sur des questions qu'on m'a posées et de raconter des trucs qui n'ont rien à voir, mais j'ai plus aucune inspiration quand on me guide pas. D'accord, non mais voilà. Non mais tu sais, après, ça peut être des envies diverses et variées, hein, voilà. Bon, après, on va pas se mentir, quand j'ai dit tout à l'heure au chat: «Pousse-toi» et là j'ai du boulot, le chat m'a regardé d'un air complètement outragé et il a dit: «OK, c'est comme ça, tu préfères Aurélie à moi, scandale, donc je vais te mettre à l'amende et tu vas devoir poser une question à Aurélie». Là, Ok, généralement, j'écoute le chat alors. j'ai fait: «Ah oui, d'accord, tout va bien se passer». Et donc le chat a une question très très sérieuse à te poser.
Il voudrait savoir quels sont les meilleurs chats et pourquoi est-ce que ce sont les chats roux? Bah oui, non, mais si, c'est évident que c'est les chats roux, toujours. Alors moi, j'ai un parti pris, hein, parce que je viens d'une famille de roux. J'ai un de mes enfants qui est totalement roux, d'ailleurs roux orange vif au soleil. Tu veux dire comme Donc, la couleur du chat? euh, c'est un peu auburn, c'est entre le roux vif et entre le orange vif et le rouge vif. D'accord, ok. Il a une couleur de cheveux où les gens l'arrêtent dans la rue pour dire mais c'est trop beau, c'est incroyable, je veux les mêmes. Bien. Mais j'ai des parents roux et du côté de la seconde maman aussi. Donc, du coup, on est team roux, team chat roux à fond. Bon, le chat va être ravi de cette réponse. Et puis moi, j'ai une dernière question, c'est notre question fil rouge. Donc je l'inflige à toutes les personnes qui viennent autour de ce micro. Euh, Quel récit qui existe pour de vrai, qui a été publié, hein, est-ce que tu aurais aimé écrire et pourquoi? C'est une bonne question parce que globalement, j'ai pas forcément envie d'avoir écrit les récits des autres. Mais si je devais en citer un, je pense que ce serait Magic Charlie de Audrey Alouette. D'abord parce que ce roman, c'est une bombe énorme. Euh, alors déjà, Audrey Alouette a un style d'écriture qui a tombé par terre. Et parce que, je sais pas, c'est diversifié, c'est complet, l'histoire est géniale, l'intrigue est super bien menée, l'univers est extrêmement original. Ouais, je pense que ce serait ce livre-là. Mais d'un autre côté, je préfère que ce soit elle qui l'ait écrit et moi qui l'ai lu. Non, non, mais il y a de l'idée. Il y a de l'idée. Ok, bah écoute, c'est super. Alors je tiens quand même à dire que quand tu as dit le titre du roman d'Audrey Helvet, le chat a fait miaou. Je sais pas si ça s'entendra sur l'enregistrement, Je l'ai pas mais je, entendu, mais mais je pense que de fait, c'est une approbation féline. Puis après, il a piétiné le clavier, me faisant craindre le pire pour l'enregistrement. Mais donc, je pense qu'il a doublement validé. Voilà. je pense que Et c'est à cause de, enfin, c'est grâce à Pépouze, la serpillière enchantée, qui est un peu l'animal de compagnie de Charlie dans l'histoire. Je pense que ça plaît au chat. oh oui, oui, oui. Je pense que ça plaît au chat, l'idée qu'une serpillière puisse être un animal de compagnie. Oui. Écoute Aurélie, je te remercie vraiment pour ta participation, pour nos échanges qui ont été passionnants. Je suis vraiment, vraiment ravie que tu aies répondu positivement à cette invitation. Ben, merci à toi, merci de m'avoir invité. C'était chouette, c'était un très bon moment et comme tu dis, les échanges étaient intéressants. J'ai passé un super moment avec toi. Chers auditeurs et auditrices, chères auditorices, je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés jusque-là. J'espère que, comme moi, vous aurez été emballés par cette quasi heure et demie de papote, vraiment autour d'un bon thé avec des biscuits, limite. Il manquait plus que ça. Euh, on va se retrouver très bientôt pour une nouvelle interview avec une personne qui, je l'espère, sera tout aussi passionnante à vos yeux. Moi, dans mon planning, la prochaine personne que j'interviewe, c'est Jonathan Huillier, donc le binôme d'Aurélie. Et puis, je ne sais pas si ça sera forcément l'interview que vous aurez vous après. Mais voilà, j'ai vraiment très très hâte de vous proposer la prochaine interview, quoi qu'il en soit. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Au revoir. C'était les mots de l'écriture. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à me laisser une petite note
un petit commentaire ou à venir m'en parler sur les réseaux sociaux. Tu m'y retrouveras sous le nom de Vicky Saint-Ange. Et puis si tu penses que cela peut aider d'autres personnes, n'hésite pas à leur partager le lien. À très vite.